Bien que ça ne soit pas dans mes habitudes, je voudrais commencer par une note personnelle, et je ne pense pas que ce soit dépassé. Un de vos amis, un de nos amis, dont je voudrais saluer ce soir la mémoire, André Valls, me disait un soir de cartel auquel vous participiez: tu sais, Michel, c'est un chercheur. André disait juste, et c'est ce que je me suis dit en lisant pour la première fois votre livre, ce livre. Et pas n'importe quel chercheur. Même si la première approche de votre livre est quelque peu difficile et peut donc générer quelques résistances, en choisissant de s'y mettre et en acceptant de se confronter à nos propres difficultés, la lecture devient agréable et bien sûr très profitable. N'est-ce pas ça aussi qu'on peut espérer de la psychanalyse? Travailler avec plaisir. En tout cas, je le pense. Il y a du nouveau avec cela. Du nouveau qui se déduit de votre cheminement depuis Au risque de la topologie et de la poésie, Lacan le borroméen, Penser la psychanalyse avec Lacan et la raison depuis Lacan. Pour ma part, j'ai retenu que l'axe de votre ouvrage, sa colonne vertébrale, c'était la fin de l'analyse par l'identification aux symptômes. Ou plutôt, comme vous le dites dans votre livre, identification aux symptômes qui fait le nœud, lorsque cette identification se produit. Mais cela est devenu presque du classique. En tout cas, fait partie de la doxa. Le nouveau, c'est ce que vous allez chercher du côté de l'inconscient poème, avec la langue, et ce que Lacan développe dans le séminaire 24, l'insuccès, pour élaborer cette fin, comme vous dites, par identification au plus réel de l'inconscient du psychanalysant. Je dis nouveau, et ce sera le support de ma première question. Question qui est à cheval sur des questions de doctrine et des implications pratiques. Il s'agit de la pratique et des nœuds. Tout le travail de Lacan depuis 1953, c'est-à-dire depuis sa conférence sur Cirque, à 1975, le séminaire RSI, répond aux 5 critères définis par Thomas Kuhn comme indice d'un changement de paradigme. Thomas Kuhn, dans la structure des révolutions scientifiques, soutient que le concept demeure, mais que son contenu diffère et que la pratique aussi diffère. Et ce contenu, celui de l'inconscient réel, l'inconscient poème, oriente différemment la pratique vers la fin de l'analyse. Thomas Kuhn précise entre autres que le changement de paradigme modifie l'imagination scientifique elle-même. Je pense là à l'introduction de la topologie. Comment alors peut-on considérer, à la suite de Lacan, et avec vous, le nœud borroméen comme un frayage du chemin de la psychanalyse? Qu'est-ce que le nœud borroméen a changé dans la pratique et dans la conduite de la vie? Pour entrer dans votre ouvrage, je retiendrai 3 portes que je vais tenter d'ouvrir. Bien sûr, ce ne sont pas les seules. Ce sont celles, en tout cas, que j'ai choisies pour ce soir. Ces 3 portes sont la langue, l'identification aux symptômes et l'interprétation. À mon avis, 3 pivots de votre livre. La langue, c'est la raison de votre ouvrage. Raison dans son sens mathématique. Vous dites dans l'introduction de votre livre, la langue qui n'est ni la langue du dictionnaire, ni non plus la langue du poète, mais où prend source le dire du
du dit poème. Lacan opère avec la langue comme Freud avec le rêve. La moindre déconnexion, la plus hasardeuse équivoque d'une langue est traitée comme un savoir. Lacan donne à ce savoir l'empan de la langue entière. C'est là, selon lui, l'espace de ce savoir que Freud restreint au rêve. En se référant au séminaire 24, qui est dans votre livre un vecteur, on remarque que Lacan traite les langues un peu comme si elles étaient des rêves de la langue. La langue, trésor des équivoques, est une matière ou une matière fluide qui, de temps en temps, se coagule en une écriture conforme à une langue. Elle témoigne du rêve, de la langue, de ferrer le réel. Lacan fait ici un jeu de mots. Parlant du prétendu noyau traumatique des névroses qu'il récuse, il dit « Il n'y a que l'apprentissage que le sujet a subi d'une langue entre autres, qui est pour lui la langue, dans l'espoir de ferrer, elle, la langue, ce qui équivoque avec faire réel. » La langue espère ferrer le réel. En réalité, aucune langue ne le fera. D'où l'idée de l'aborder par l'antre de langue. Les langues sont insuffisantes. Lacan dit qu'elles sont ratées, que ce sont toutes des bouffonneries de langue. Le réel serait leur réussite. Il dit que le réel est du côté du réveil, sans préciser de quel réveil il s'agit. Le réveil, dit-il, c'est le réel sous son aspect de l'impossible. Il dit cela après avoir soutenu que tout discours a un effet de suggestion et qu'il est hypnotique. La langue dort dans son sens. Comment la réveiller au réel? C'est la question qu'il se pose. Le symptôme est en réveil. Le symptôme est réel. C'est même la seule chose vraiment réelle. Et il ajoute, c'est-à-dire qui conserve un sens dans le réel. Voilà qui est bien mystérieux, étant donné qu'il dit par ailleurs que le réel exclut le sens. L'interprétation psychanalytique est la seule réponse adéquate aux symptômes. Vous êtes très clair et explicite sur ce point. La définition lacanienne de l'interprétation comme jeu sur l'équivoque signifiante est l'aboutissement logique de toutes les articulations entre le symbolique ou la langue, l'inconscient, la jouissance et le symptôme. Il faut aller voir dans les pages 84 et 85, là, sur ce point de votre livre. Ce que vous soulignez, à la page 89, c'est que la nouvelle conception du symptôme modifie radicalement la conception de l'interprétation. Cette nouvelle conception du symptôme, c'est le passage de la 3e au séminaire RSI. Cette définition s'appuie sur la distinction entre sens et effet de sens, plus précisément entre donner un sens et produire un effet de sens. Donner un sens est pour Lacan le propre du religieux. Dans notre champ, ce donner un sens revient à plaquer sur les symptômes un sens préétabli, de nature sexuelle, sans tenir compte de la lecture du matériel signifiant. Cette reconnaissance de l'interprétation comme effet de sens conduit à la question de la portée d'une interprétation par rapport aux 3 catégories, telles qu'elles écrit le nœud borromien. L'effet de sens a de toute évidence à faire avec le symbolique et l'imaginaire. Il use du signifiant et n'est pas sans réflexion imaginaire en produisant des significations, d'où sa situation sur la figure du nœud borromien au joint du symbolique et de l'imaginaire, alors qu'apparemment, il n'a qu'un rapport d'existence au cercle du réel. Alors, ma question sur l'interprétation, la question que je vous adresse. En vous suivant, le nœud borromien écrit en quoi la psychanalyse opère. Comme pratique fondée sur la parole et le langage, elle produit des effets au niveau du réel, c'est-à-dire de ce qui se présente comme tel dans son champ, à savoir le symptôme. Toujours en vous suivant, dans vos développements sur l'interprétation,
À partir de l'écriture du Borroméen, on peut saisir comment une interprétation, c'est-à-dire une opération sur et à l'aide du dire, peut avoir un effet sur ce réel. Alors, dans notre pratique, que veut dire nouer ou faire nœud? À propos du faire nœud, du dire interprétatif de l'analyste, que peut-on dire de sa portée dans les trois dimensions? L'homogénéité des trois catégories permet de soutenir que l'effet de sens ne se limite pas au symbolique et à l'imaginaire, mais concerne aussi le réel. Lacan ne se contente pas de dire que l'effet de sens doit concerner le réel au même titre que le symbolique et l'imaginaire. Il va plus loin et accentue l'exigence de l'effet de sens par rapport au réel. L'effet de sens n'est pas imaginaire, pas non plus symbolique, mais il faut qu'il soit réel. Ce qui se matérialise dans le fait que sur la figure du Borroméen, le réel doit surmonter, c'est-à-dire passer dessus le symbolique en deux endroits. En découle la question suivante: quel peut être le réel d'un effet de sens, ou à quoi tient l'effet de sens dans le réel? Autrement dit, comment concevoir que le symbolique, soit l'usage des mots, opère dans le réel, alors que le symbolique et le réel ne sont pas directement liés l'un à l'autre. Mais suppose un troisième, l'imaginaire, pour réaliser ce nouage. Comment alors envisager dès lors ce nouage pour qu'il puisse serrer l'effet de sens de la bonne façon? Lacan avance à ce propos que l'effet de sens dans le réel ne tient pas à l'emploi des mots, c'est-à-dire aux mots dans leur sens ou le sens qui leur est conféré. Si l'effet de sens dans son réel ne tient pas à l'usage des mots dans leur sens, il a par contre un lien des plus étroits avec les sonorités. L'accent est donc à présent mis sur le sonore. Le dire interprétatif fait acte de nouage de la bonne façon s'il tient rigoureusement compte du sonore, ce qui correspond du côté de l'analyste à se tenir à la corde du réel. Et cela me conduit à dire que ce qui caractérise la langue, c'est d'être la source des équivoques. Mais alors, comment entendre le terme équivoque? Sur l'identification aux symptômes et la solution poématique. Pour moi, c'est la question du style et de l'objet. Vous revenez sur la thèse de Lacan au début du séminaire, au début de son séminaire, l'insuccès de l'une des vues, à la page 118 de votre livre. Connaître son symptôme veut dire faire avec. C'est ce que Lacan nous dit dans le séminaire sur Joyce. C'est la fin d'une analyse. Il remarque qu'une telle fin, c'est court et ça ne va pas loin. Pour autant, y arriver nécessite un chemin parfois très long qui suppose la chute du sujet supposé savoir. S'identifier à son symptôme, mais en prenant ses garanties d'une espèce de distance, dit-il, toujours dans le séminaire sur les symptômes. Ça suppose justement l'assomption de la distance existant entre l'idéal du moi et le petit a, avec laquelle il avait conclu son séminaire consacré des années auparavant aux 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. Il va s'agir qu'au terme du parcours advienne quelque chose d'irréductible, comme une formule concise, une formule ramassée qui approche plus près de ce qui constitue l'autre, soit une batterie de traits différenciés. Le vers, nous dit Mallarmé, qui de plusieurs vocables refait un mot total, neuf, étranger à la langue et comme incantatoire. En ce sens, le vers tendrait vers le peu de sens nécessaire à faire la langue commune. C'est-à-dire que pour un sujet donné, il aurait été forcé la métaphore dans son plus grand écart au bord de la langue. Car le poème
ne vise pas à la saisie d'un objet, mais plutôt à rendre compte, comme dit Francis Ponge, de la lacune des mots, soit la vérité au cœur du savoir, c'est-à-dire le non-savoir sur la jouissance. Au fond, le poème veut dire rien, et c'est pour cela que s'il a des effets de sens, il a aussi des effets de trou, dit Lacan. Ce serait donc par les poèmes menés à terme, pour un sujet donné, qu'on pourrait s'appréhender le plus singulier d'un style, dans ses bribes signifiantes, sonores, organisées rythmiquement par le tissage poétique qui borderait le trou, enfin à découvert. Reste de ce qui a été pour un sujet l'inscription inaugurale dans le langage et reste de l'opération de la symbolisation que fut l'écriture de ce poème-là. Ce serait peut-être comme ça qu'on pourrait comprendre la formule de Lacan, le style, c'est l'objet. Mais que serait donc alors, après la lecture de votre livre, c'est la question que je me pose, que serait donc, au-delà de la singularité, un style qui serait fondé sur le mot d'esprit, sur l'équivoque?